19h, merci de nous rejoindre sur Al24 News. Madame, monsieur, bonsoir à la une de l'actualité. L'armée sioniste poursuit son génocide sur Gaza et fait des dizaines de victimes et de blessés. À Rafah, le dernier hôpital opérationnel 24 heures sur 24, l'hôpital Koweïti est sur le point de s'effondrer. Le Maroc, une nouvelle fois épinglé par la justice belge. Le parquet de Bruxelles ouvre une enquête judiciaire sur les tentatives du Makhzen de s'immiscer dans la politique du pays via des pratiques effrontées. Et puis la ville de Belgorod touchée par un bombardement ukrainien au moment où le Kremlin revendique la prise de 4 nouvelles localités dans la région stratégique de Kharkiv. Bienvenue à toutes et à tous. Si vous nous rejoignez, on entame cette édition avec un point de la situation à Gaza. L'armée sioniste a une fois de plus bombardé l'enclave palestinienne ce dimanche et fait 19 victimes et plusieurs blessés, notamment dans la région de Deir el-Balah. La région de Deir el-Balah qui est donc en deuil ce dimanche. Les nombreux martyrs tués dans la région durant ces dernières 24 heures ont rejoint leur dernière demeure, laissant derrière eux des familles endeuillées et brisées. Honte à eux. Nous sommes morts, nous sommes vraiment fatigués. Nous sommes fatigués de voir des gens tués, de la faiblesse, de la situation financière et du manque d'essence. Nous sommes tellement fatigués. Il était juste en train de prier l'Asr, puis il est allé dormir chez lui et l'ont frappé. Pourquoi? Que leur a fait ce civil? C'est un civil, pas un soldat. Nos enfants ont subi une frappe aérienne alors qu'ils étaient à l'intérieur de la maison. Mon fils était médecin, il n'appartenait à aucune faction, il ne s'occupait que de ses affaires. N'empêche qu'il a été tué. Dieu t'est grand. J'ai sauté du toit et mon fils me disait que je suis à côté de toi, papa. S'il te plaît, emmène-moi et n'emmène pas mon fils. أنا جنبك يابا يا حبيبي وينك أنت يابا يا ناس ناخدوا ابني قبل ما تاخدوني. Les nombreux bombardements de l'occupant ont donc fait plusieurs martyrs et blessés dans diverses zones de l'enclave palestinienne. 2 médecins se trouvent parmi les victimes. Il s'agit de Mohamed Nimr Kazat et de son fils Youssef. Leurs corps ont été transférés vers l'hôpital des martyrs d'Al-Aqsa à Deir el-Balah. Et ils étaient nombreux à se recueillir devant les dépouilles de leurs proches à l'hôpital Koweïti de Rafah après la série de bombardements menés par l'occupant qui a donc ordonné de nouvelles évacuations de cette ville du sud du territoire palestinien menacée d'une offensive terrestre d'envergure. Les habitants de Gaza arrivent dans la zone d'El Saftawi, près de Jabalia, après avoir fui la ville et suite à l'ordre d'évacuation, alors que les troupes combattent dans de nombreuses zones, dans plusieurs zones du territoire palestinien.
L'armée israélienne a distribué des tracts hier et nous ont demandé de nous diriger vers l'ouest de Raza. C'est la 3e fois que nous sommes déplacés. Je ne sais pas ce qu'ils attendent de nous. Nous ne savons pas ce qui va nous arriver ensuite. Et avec l'intensification des bombardements, la barre des 35 000 victimes a été malheureusement franchie. Les autorités palestiniennes évoquent un bilan de 35 034 martyrs et 78 755 blessés, en majorité des femmes et des enfants. La même source affirme que l'armée d'occupation sioniste a commis 8 massacres au cours des dernières 24 heures, faisant 63 martyrs et 114 blessés. Le dernier hôpital ouvert 24 heures sur 24 à Rafah, l'hôpital Koweïti, risque une fermeture imminente en raison de la diminution des réserves de carburant et de nourriture, une situation qui risque d'exacerber la crise humanitaire déjà désastreuse à Raza, comme nous l'explique Amala Meziane Zitouni. Face à la diminution des réserves de carburant et de fournitures, l'un des plus grands hôpitaux de l'enclave palestinienne, l'hôpital koweïtien, est sur le point de ranger ses brancards et fermer ses portes. Les dernières informations qui nous parviennent de Raza disent que l'hôpital koweïtien pourrait tenir encore 72 heures. Le risque de fermeture est donc imminent. L'effondrement de cette institution sanitaire de la bande compliquera davantage la vie de millions de Palestiniens, jusque-là très mal pris en charge. Nous sommes confrontés à une situation catastrophique où l'ensemble du système de santé est sur le point de s'effondrer. Dans toute la région de Rafah, seul l'hôpital du Koweït peut fournir des services médicaux 24 heures sur 24. Le terminal de Rafah étant entièrement fermé, donc nous ne pouvons pas. Nous n'avons pas de carburant pour faire fonctionner les générateurs. Nous allons très probablement arrêter les services médicaux dans les 72 heures. Si nous ne parvenons pas à obtenir suffisamment de carburant pour les générateurs, le seul hôpital qui reçoit encore des patients à Rafah sera bientôt fermé. L'équipe médicale appelle de toute urgence à un cessez-le-feu et à une aide internationale pour faire face à la situation désastreuse à Rafah, invoquant de graves pénuries de médicaments, de fournitures médicales et de personnel de santé. Nous sommes confrontés à une situation désastreuse avec une grave pénurie de médicaments, de fournitures médicales et de personnel de santé. De plus, il n'y a plus d'hôpitaux de campagne. Seule la région occidentale, comme la région d'Al-Mawazi, dispose d'hôpitaux de campagne. Mais c'est difficile, il faut au moins 2 à 3 heures pour y arriver. En conséquence, les malades et les blessés se retrouvent seuls dans les rues face à leur destin. Le monde entier ne devrait ménager aucun effort pour mettre immédiatement fin à cette invasion. Ce dont nous avons besoin, c'est d'un cessez-le-feu immédiat. Au milieu du chaos, Fat Shehadeh cherche désespérément à transférer son fils blessé à la tête et amnésique à l'hôpital européen de Raza pour un examen plus approfondi. Il a été heurté par un camion qui roulait à grande vitesse alors qu'il traversait la rue. Nous l'avons amené ici, il a été blessé à la tête. Il ne se souvient plus comment il est arrivé ici. Il allait faire ses courses à ce moment-là, il ne se souvient plus de qui je suis. Il est amnésique. Il est donc nécessaire de le transférer à l'hôpital européen de Raza pour un examen plus approfondi. Vu les graves pénuries de fournitures et un environnement médical désastreux, les hôpitaux et les médecins de Rafah souffrent le calvaire. Dans le même dossier, le secrétaire général des Nations Unies, Antonio Guterres, a renouvelé ce dimanche son appel à un cessez-le-feu immédiat à Raza et à une augmentation immédiate de l'aide humanitaire. Guterres a justement expliqué que la population de Raza aura besoin de partenariats plus solides et plus profonds en matière d'aide humanitaire et de développement à long terme pour se reconstruire. Je réitère mon appel, l'appel du monde à un cessez-le-feu humanitaire immédiat et à la libération inconditionnelle de tous les otages et à une augmentation immédiate de l'aide humanitaire. Mais un cessez-le-feu ne sera qu'un début. Le chemin sera long pour revenir après la dévastation et le traumatisme de cette guerre. Une grande offensive à Rafah ne peut pas avoir lieu, met en garde Antonio Guterres. Celle-ci conduirait à une catastrophe humanitaire colossale alors que la famine se profile dans le territoire palestinien, affirme le secrétaire général des Nations Unies. Et puis
puis sachez qu'en Cisjordanie occupée, les violences s'accentuent. L'armée sioniste intensifie ses exactions depuis le 7 octobre dernier et le début du génocide à Gaza. Ils étaient des dizaines à assister aux funérailles du jeune Samar Romana, tué par une frappe aérienne sioniste dans la ville de Naplouse. السلام عليكم ورحمة الله. الفاتحة يا شباب. بسم الله الرحمن الرحيم. Les forces d'occupation ont par ailleurs arrêté 28 Palestiniens la nuit dernière, dont des enfants et d'anciens prisonniers dans les gouvernorats d'El Khalil, Ramallah, Beit Lahem, Jenin, Qalqilia et Ariha, ce qui porte le nombre d'arrestations depuis le 7 octobre dernier à 8710. Et on rappelle en ces circonstances que la vague de soutien envers le peuple palestinien ne faiblit pas à travers le monde. Plusieurs milliers de personnes portant des pancartes et des banderoles en soutien aux Palestiniens ont envahi les rues de Madrid pour demander un cessez-le-feu à Gaza et la rupture des relations entre l'Espagne et l'entité sioniste. Cette étape nous semble insuffisante car il faut d'abord reconnaître le droit du peuple palestinien à l'autodétermination, à la décolonisation et à la libération, reconnaître le peuple palestinien sans savoir quelles frontières et sous quelles conditions, sans parler des colonies qui dévorent les territoires palestiniens et expulsent les Palestiniens de leur territoire. Nous recevons des avis assez mitigés. D'une part, les gens se disent fiers de nous. D'autre part, ils disent que la politique devrait être tenue à l'écart des salles de classe, même s'il y a toujours eu de la politique dans les universités. Mais nous ne nous soucions pas des opinions. Ce qui compte pour nous, ce sont les actions. Et nous constatons qu'il y a beaucoup de paroles, mais peu d'actions. Dans l'actualité également, la communauté sahraoui à Tenerife, aux îles Canaries, a organisé un sit-in de solidarité avec le peuple sahraoui et sa cause juste à l'occasion de l'anniversaire de la fondation du Front Polisario. Lors de la manifestation organisée devant le siège du gouvernement espagnol sur l'île, l'État espagnol a été appelé à assumer ses responsabilités historiques et morales à l'égard de la question sahraoui. Les manifestants ont également appelé à la libération des détenus politiques de Gdemizik, exprimant leur condamnation de la politique de l'État d'occupation marocain qui continue les violations des droits de l'homme. Je vous le disais en titre, l'Europe s'alarme face aux ingérences à grande échelle du Maroc. La Belgique a annoncé l'ouverture d'une enquête judiciaire sur les tentatives marocaines de s'immiscer dans la politique de Bruxelles via des pratiques effrontées comme la corruption, l'achat de conscience des politiques et députés pour défendre et faire valoir ses positions, notamment sur la question du Sahara occidental. On s'y intéresse dans ce sujet. Commentaire Hamid Machri, récit Mohamed Amina Berkan. La Belgique est secouée par les récentes révélations sur les efforts parrainés par le Maroc pour corrompre des politiciens, députés et médias en vue d'influencer sur la politique intérieure de la capitale européenne. L'enquête réalisée par la télévision publique belge RTBF Info a détaillé le lobbying, campagne de désinformation et intimidation des voix discordantes exercées par le régime marocain. Elle a démontré également les liens tissés par l'ambassade du Maroc avec des mandataires politiques belges qui défendent et font valoir les positions du Maroc sur certains dossiers internationaux dans le Sahara occidental.
Les tentatives effrontées de la diplomatie marocaine en Belgique devraient envoyer une onde de choc dans le pays où se trouve l'essentiel des institutions de l'Union européenne. Suite à ces révélations, le parquet de Bruxelles a ouvert une information judiciaire relative à de possibles ingérences marocaines en Belgique selon les médias belges. Les révélations sur l'espionnage et l'ingérence politique marocain sur ses alliés européens ne sont pas nouveaux. Ce qui a changé ces derniers temps, ce sont les moyens par lesquels s'exerce l'ingérence dans les affaires politiques d'un pays. La mise sous écoute de plusieurs présidents et dirigeants européens par le Maroc en utilisant le programme d'espionnage sioniste Pegasus n'est que l'exemple le plus récent de la manière avec laquelle Rabat s'immisce dans les affaires des autres pays. La coopération sécuritaire et renseignement signée depuis 2022 avec l'entité sioniste a contribué à étendre à une échelle plus grande les ingérences étrangères marocaines. La campagne d'influence étrangère de Rabat a pour objectif primordial d'interrompre tout débat critique à l'égard du Marsen, puis à promouvoir son fallacieux discours sur la marocanité du Sahara occidental. Le droit international est assez clair sur la question. Il n'y a pas de doute en fait. Il n'y a pas de droit du Maroc sur le sol du Sahara occidental et le Sahara occidental n'a jamais appartenu, n'est pas sous la souveraineté du Maroc, ne l'a pas été et ne l'est toujours pas aujourd'hui en tant que licitement au regard du droit international. Est-ce que cela veut dire que le Maroc occupe illégalement le Sahara occidental à l'heure d'aujourd'hui ? Oui. On voit qu'il y a les petits soldats à l'œuvre dans les pays, les ambassades, qui doivent tenir ce contre-discours et relayer la machine de propagande très efficace de la diplomatie marocaine. Les histoires faisant allusion aux ingérences du Maroc dans des pays européens sont multiples. Vous ne pouvez pas répondre à nos questions, monsieur Hammer, s'il vous plaît. Mais l'enquête annoncée par Bruxelles démontre que les capitales occidentales ont bien pris conscience de l'ampleur des opérations d'influence de Rabat, des opérations qui sont beaucoup plus répandues que la plupart ne le pensent. L'actualité sur le continent, le Premier ministre nigérien a affirmé samedi que son pays maintenait sa frontière avec le Bénin fermée pour des raisons de sécurité, évoquant comme raison principale la présence en territoire béninois de camps de l'armée française. Mercredi, le président béninois Patrice Talon avait appelé les autorités nigériennes à rouvrir leurs frontières communes et à normaliser leurs relations. Et touché par les répercussions géopolitiques mondiales et la fermeture des frontières avec le Niger, le Bénin fait donc face à une hausse des coûts des denrées alimentaires, suscitant de plus en plus de tensions. Plusieurs milliers de Béninois sont descendus dans les rues de Cotonou pour protester justement contre cette vie chère. Les détails, Mohamed Ali Ben Chaban. À Cotonou, des milliers de citoyens se sont rassemblés dans les rues de la capitale pour exprimer leur mécontentement face à la hausse des prix des denrées alimentaires et à la dégradation du mode de vie. Depuis plusieurs mois, le Bénin fait face à une flambée des prix vertigineuse. La situation est devenue critique. De nombreux Béninois confrontés à la faim et à une qualité de vie de plus en plus précaire se révoltent. Le ventre affamé n'a point d'oreille. On a tellement souffert de la faim dans le pays qu'on a fini par en être exaspéré. Donc à un moment donné, il fallait qu'on hausse le ton pour faire savoir nos misères, nos difficultés aux dirigeants actuels. C'est vrai qu'au départ, ils semblaient être un peu sourds à la démarche, mais ils ont compris que dans la force, on ne peut pas régler le problème parce que ce que les Béninois souffrent comme douleur, la faim qu'ils ressentent au fond d'eux est plus forte que tout. La flambée des prix des denrées alimentaires de base et des produits de première nécessité rend l'accès à une alimentation adéquate difficile pour de nombreuses familles. Avant, avec 500 francs CFA, on pouvait faire une sauce. Mais aujourd'hui, il vous faut 5000 francs CFA. Vous avez 5 tomates pour 500 francs CFA. Le tas de piment de 25 francs CFA est passé à 100 francs CFA. Donc tout est devenu cher. Les bananes que nous prenions à 40 000 francs CFA sont passées à 80 000 francs CFA, voire 90 000, et parfois même 100 000 francs CFA. Et ce sont des bananes de petite taille, ce qui nous cause des pertes énormes. Nous souffrons trop, et la population aussi.
Cette réalité pèse lourdement sur les plus vulnérables, exacerbant les inégalités sociales et économiques. Les Béninois expriment leur désespoir face à une situation où même les besoins les plus élémentaires deviennent inabordables, appelant à une action urgente pour atténuer les souffrances de la population et assurer un accès équitable aux ressources nécessaires à une vie décente. Le bilan de l'effondrement d'un immeuble en Afrique du Sud s'est alourdi ce dimanche à 19 morts, avec 36 ouvriers toujours piégés sous les décombres. Selon les autorités locales, le bâtiment de plusieurs étages en construction s'est effondré dans la ville côtière de Georges, située à environ 400 km à l'est du Cap. Les causes de l'effondrement font encore l'objet d'une enquête. Dans un tout autre dossier, le président syrien Bachar al-Assad a fixé la date des élections législatives au 15 juillet prochain. L'Assemblée du peuple syrien, dont le Parlement compte 250 sièges. Les élections législatives en Syrie se tiennent tous les 4 ans. Et à propos de la Syrie, les ministres de l'Intérieur irakiens et syriens se sont rencontrés ce dimanche à Bagdad et ont signé un accord de sécurité commun. L'accord comprend une coopération sur des sujets tels que la lutte contre la drogue, le contrôle des frontières internationales, l'extradition des personnes recherchées et la lutte contre le crime organisé et le blanchiment d'argent. La réunion a abouti à la signature d'un mémorandum de coopération conjointe en matière de sécurité entre les deux pays, qui comprenait des sujets liés à la coopération entre les deux pays, notamment dans le domaine de la lutte contre la drogue, du contrôle des frontières internationales, de l'extradition des personnes recherchées et de la lutte contre les organisations criminelles et le blanchiment d'argent. Tout a été signé et sera exécuté, si Dieu le veut. تم التوقيع عليها ستدخل حيز تنفيذ إن شاء الله. أخوتنا في العراق Il ne fait aucun doute que nos frères en Irak ont obtenu un grand succès dans l'élimination de Daesh sur leur territoire. Mais il existe encore des points chauds dans le désert du côté syrien, où certaines attaques sont menées et parrainées par certaines parties présentes sur le territoire syrien. L'armée arabe syrienne et le peuple syrien sont déterminés à éliminer complètement le terrorisme. Conflit russo-ukrainien, une attaque ukrainienne sur la ville frontalière russe de Belgorod a provoqué l'effondrement partiel d'un immeuble d'habitation entier, tuant au moins 4 personnes et en blessant au moins 17 autres. De son côté, le ministère russe de la Défense a revendiqué ce dimanche la prise de 4 localités supplémentaires dans la région de Kharkiv, dans la zone frontalière du nord-est de l'Ukraine, et ce, 2 jours après le déclenchement d'un assaut terrestre de ses troupes dans cette zone. On reste dans la région. Les Lituaniens votent au premier tour de leur élection présidentielle à l'issue d'une campagne dominée par les questions de défense, le pays voulant renforcer sa sécurité face à la Russie voisine. En Indonésie, des crues subites ont fait au moins 34 morts et 16 disparus. L'île de Sumatra, dans l'ouest du pays, est confrontée depuis quelques jours à des inondations et des coulées de lave froide. Les recherches se poursuivent pour tenter de retrouver les disparus. Allez, un mot de sport avant de clore cette édition. Le Real Madrid fête le 36e titre de champion d'Espagne de son histoire avec ses supporters dans la capitale espagnole. Des centaines de supporters du club se sont, comme vous le voyez à l'écran, rassemblés sur la Plaza de Cibeles pour accueillir les joueurs et célébrer le sacre avec eux. Yo creo que mis compañeros casi han dicho todo.
Et voilà, c'est sur ces belles images qu'on arrive à la fin de cette édition. Merci de l'avoir suivi. Très bonne soirée.